Arrêtons-nous quelques instants, quelques minutes sur l'Égypte. 2 ans après la chute du président Moubarak, l'Égypte est en ébullition. Des manifestations qui dégénèrent au Caire, des violences meurtrières à Port Saïd, une mise en garde de l'armée égyptienne qui parle d'un effondrement de l'État, je cite, en cas de poursuite de la crise que traverse le pays. Est-ce déjà le commencement, le début du crépuscule des espérances nées après la chute du Raïs? Les autorités égyptiennes, le président Morsi en tête, ont-ils la légitimité et les compétences pour stabiliser le pays? Pour en parler, le plaisir d'accueillir en direct de Londres, Tariq Ramadan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h, islamologue, professeur à l'université d'Oxford. 2 ans, Tariq Ramadan, c'est à la fois très long et très court pour transformer un système politique, a fortiori le système politique égyptien, assurer la stabilité du pays. Selon vous, est-ce que la crise actuelle, celle de ces dernières semaines et surtout de ces dernières heures, peut faire tomber les autorités, ramener par exemple l'armée au pouvoir ? Écoutez, tout est possible aujourd'hui. Vous savez, moi, depuis le début du processus, déjà, dans le processus historique, 2 ans, c'est extrêmement court pour réformer les institutions égyptiennes et le gouvernement. Ça, c'est un premier fait clair. La chose qui est particulièrement difficile, c'est que moi, j'ai toujours eu une position par rapport à ces soulèvements qui était une position d'être prudemment optimiste, parce qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient en jeu, beaucoup de défis. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le processus électoral a été extrêmement difficile. À aucun moment, ceux qui ont participé, voire l'opposition, voire les littéralistes salafis, voire l'opposition laïque, voire même au sein des frères musulmans, dans les diverses composantes, n'ont réussi à se mettre d'accord sur une plateforme de transition. Donc on est aujourd'hui en face d'une opposition qui sent la fragilité des institutions et du pouvoir en place, représentants de Morsi et toute la tradition des islamistes, des frères musulmans, donc ils sentent qu'ils sont en grande difficulté. Et derrière la scène, depuis le départ, en fait, et c'est ce que j'ai dit depuis le début, l'armée n'a jamais, en fait, été écartée réellement du pouvoir. Et donc, il est tout à fait possible que, au vu de ce qui est en train de se passer, eh bien, en embuscade, l'armée reprenne les rênes et impose sa présence à nouveau. Quel serait le déclencheur là pour que l'armée, qui vous le dites, n'a jamais vraiment quitté les rênes du pouvoir, arrive formellement au pouvoir? Que faudrait-il encore? Ben écoutez, on peut comprendre, et moi je n'ai cessé de le dire, vous savez, j'ai écrit des articles chaque 2 semaines sur mon site, chaque fois pour suivre les événements, je n'ai cessé de dire qu'il y avait de la part de ceux qui avaient été élus, et dans le processus électoral, et après coup, un certain nombre d'erreurs dans leurs choix politiques et stratégiques, et on peut comprendre les récriminations de l'opposition. Reste aujourd'hui que l'opposition qui sent la fragilité du pouvoir est en train de se positionner en fin de non-recevoir du dialogue. Et si ça continue de cette façon-là, si la société civile, si le pouvoir civil, si les civils en Égypte n'arrivent pas à se mettre d'accord dans la contestation politique et le dialogue politique, eh ben, si ça continue comme ça, si effectivement il y a une fin de non-recevoir de l'opposition, eh ben, on va directement aller vers ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux, c'est-à-dire de la violence qui va apporter, qui va avoir comme conséquence des morts, et avec des morts, la légitimité pour l'armée d'intervenir, d'autant plus que le pouvoir en place a, hier et avant-hier, déterminé ou produit des décrets qui permettent effectivement au pouvoir de s'appuyer sur l'armée pour maintenir la paix sociale. Donc vous êtes en train, sensiblement, légalement, institutionnellement, de donner une nouvelle légitimité à l'armée qui, et c'est le dernier point que j'aurais voulu mettre en évidence, avait déjà dans la constitution nouvelle qui a été votée, eu des pouvoirs discrétionnaires à l'intérieur de la société civile qui étaient plus importantes, stipulées de façon beaucoup plus claire dans la nouvelle constitution que le pouvoir qu'elle avait sous Moubarak de façon informelle. Donc c'est dire qu'aujourd'hui on est dans une situation de transition extrêmement délicate. Oui, vous l'avez dit, hein, le pouvoir en place, les frères musulmans, Mohamed Morsi ont fait des erreurs. De là en déduire qu'il n'était pas l'homme de la situation. Est-ce que vous franchissez ce pas, Tariq Ramadan ?
Je ne sais pas qui aurait pu être l'homme de la situation. Je ne pense pas que c'est un homme qui est un homme de la situation. La situation est beaucoup trop complexe pour ceci. Je pense que, évidemment, on peut dire il n'est pas assez charismatique, il n'avait pas... il a surpris quand même beaucoup de monde dans un certain nombre de décisions. Il a des conseillers. Il a surpris en bien, je veux dire, comme il a surpris dans des décisions qui semblaient sortir on ne sait d'où quant au pouvoir qu'il se donnait, et à des moments où c'était véritablement déclenché la polémique de façon complètement inutile. À côté de ceci, si on regarde finalement toutes les figures en Égypte qui auraient pu jouer un rôle, qui aurait pu avoir une légitimité suffisante? Je ne pense pas qu'il faille chercher un homme en Égypte. Aujourd'hui, il faut chercher dans la société civile un corps, si vous voulez, de politiciens, d'hommes politiques, d'intellectuels, qui admettent aujourd'hui qu'il y a un désaccord profond sur l'avenir, mais qui comprennent aujourd'hui que si dans la société civile, il n'y a pas un dialogue qui soit un dialogue qui gère les positionnements et qui cesse trois choses. D'abord, la polarisation entre les laïcs et les islamistes, qui cesse l'opposition entre la légitimité du pouvoir après les élections, et qui cesse le discours redondant sur la Constitution, en fait, qui cesse le formalisme politique et la lutte de légitimité pour faire face aux vrais problèmes de l'Égypte. L'Égypte a un problème énorme, fondamental, c'est celui de la corruption et celui de l'instabilité économique. Aujourd'hui, l'économie égyptienne est sous assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Si ceci n'est pas géré, eh bien le pays va vers son effondrement. Et malheureusement, on a l'impression que dans la conscience politique de la société civile, il y a une lutte de pouvoir complètement aveugle qui donne un champ libre à l'armée de se repositionner. Oui, on va s'y plonger légitimement. Un peu. Légitimement, oui, vous insistez sur ce terme, Tariq Ramadan. On va s'y plonger un peu dans cette société civile égyptienne. On l'a évoqué brièvement avec notre correspondant Alexandre Bouchianti dans le journal de 7h, Jean-François Moulin. On assiste à l'éclosion, ces temps, d'une nouvelle race de révolutionnaires. Tout droit inspiré des groupuscules anarchistes européens, nous décrit la journaliste du Temps. Le Black Bloc égyptien est un mouvement sans tête qui entraîne dans son sillage une palette hétéroclite d'ex-révolutionnaires, de jeunes désœuvrés, d'ultras du football, de casseurs, mais aussi de femmes. On les reconnaît à la cagoule noire qui cache leur visage. Ces rebelles d'un nouveau genre sont de tous les rassemblements, de toutes les bagarres. Récemment, incendie d'un camion de police et saccage du bureau qui abrite le site internet des Frères musulmans. Alors, entre rébellion et phénomène de rue, eh bien, le Black Bloc égyptien compte plus de 20 000 fans sur son site Facebook. Les Frères musulmans les accusent d'être cautionnés par l'opposition libérale, laquelle opposition reproche au Black Bloc de délégitimer la révolution aux objectifs pacifiques. Des Black Blocs qui aujourd'hui affirment ne se reconnaître en aucun homme politique. Un mouvement dont le sens est résumé par un étudiant qui se présente comme l'un des cofondateurs. On nous appelle la génération perdue, on nous traite de voyous, mais tout ce qui nous importe, c'est de sauver l'honneur des martyrs. Vous les connaissiez, ces Black Blocs? Vous avez vu apparaître et éclore ces mouvements-là, Tariq Ramadan? Non, je ne les connaissais pas, je les ai vus éclore comme nous les avons tous vus apparaître. Et c'est vrai que, connaissant la société égyptienne, c'était quelque chose qui est un tout petit peu étranger à la culture égyptienne. On n'avait pas vu auparavant des mouvements anarchistes de cette nature-là. Cela étant, dans le mouvement des jeunes, qui a été le mouvement des blogueurs et des cyberdissidents, il est évident que cette culture-là, elle est une culture qui les a touchés, parce que dans la culture alternative d'Internet, ils existent. Et à un moment donné, aujourd'hui, ils ne se reconnaissent dans aucun leader de la société civile, dans aucun mouvement, dans aucune organisation. Et malheureusement, leurs revendications qui peuvent être légitimes, c'est-à-dire de dire finalement où est cette liberté, où est ce processus démocratique, où est ce changement en Égypte, ce qu'on peut comprendre, même si il faut être patient, les processus de transition sont longs. Malheureusement, ils tombent dans le piège qui peut aujourd'hui, encore une fois, être le grain à moudre pour l'armée, c'est celui de la violence. Or, cette violence est en train de encore une fois, être un des éléments qui a toujours été utilisé par l'armée en disant « nous sommes les protecteurs de la paix civile ». Et si ces jeunes sont poussés dans ce sens-là, encore une fois, on peut dire qu'il y a des manipulations, il y en a sans doute qui les poussent, mais on ne peut pas ne pas tenir compte des revendications qu'ils expriment. Eh bien, aujourd'hui, on est tous trois en train d'aller vers la nécessité
nécessité institutionnelle et sociale d'une reprise en charge, une reprise en main en Égypte, et le pire peut être à prévoir. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est un appel à ces leaders de la société civile qu'il faut faire et espérer qu'il y ait une conscience qui se réveille, parce que tout le processus peut s'effondrer. Que leur demandez-vous, si je puis m'exprimer ainsi, Tariq Ramadan, à ces leaders de la société civile, de s'entendre, de ne pas manifester? Ça va être difficile de demander ça. Écoutez, aujourd'hui, les manifestations ont une légitimité. Les manifestations sans violence sont importantes. C'est quand même ce qui a déterminé la grandeur du Midan et Tahrir, c'est-à-dire du square de la Libération. C'était quand même de réussir à avoir un mouvement populaire massif, mais qui choisissait la non-violence. Donc les manifestations, c'est une chose. Moi, vous savez, à l'époque où je suivais les événements, j'ai écrit un livre qui était sur le réveil arabe. Et dans le réveil arabe, je mettais en évidence, dans la deuxième partie du livre, un certain nombre de défis qui sont majeurs. Il y avait le défi de l'économie, il y avait le défi de l'éducation, il y avait le défi de la lutte contre la corruption. C'est en fait de mettre en face les vrais défis. Ces luttes pour le pouvoir et pour la légitimité sont contre-productives, font éviter les vraies questions à la société. Et comme on les évite, on va vers une lutte d'ego sans transformation politique, sans réelle transformation politique de l'Égypte. Donc à partir d'un certain moment, ce qu'on aurait pu espérer, à savoir des dialogues de fond sur les vraies questions, finissent par des dialogues sur des formes, le formalisme du pouvoir, des luttes entre les partis, et c'est là où effectivement on ne voit pas de solution. Aujourd'hui, je peux vous dire que je ne vois pas de solution. Je vois un pays qui est assisté économiquement, perdu politiquement. Mon Dieu, quel constat. Un autre conflit un peu plus à l'ouest, c'est le Mali. Tariq Ramadan, vous vous exprimiez sur cette antenne à Forum il y a quelques jours, sur ces islamistes du désert qu'on aurait laissés comme ça dans la nature, sur des terres très riches. Le Mali, intervention française qui avance, ils ont repris Tombouctou avant-hier. C'est quoi? C'est la guerre du pétrole et de l'uranium? On nous refait le coup de l'Irak. Comment vous voyez les choses quelques semaines après le démarrage de ce conflit? Écoutez, d'abord, ce que je dis toujours, comme j'ai pu le dire en Égypte ou ailleurs ou en Afghanistan, il faut prendre des positions de principe, c'est-à-dire que ces mouvements et l'application qu'ils faisaient de la charia, c'était contre notre religion, contre l'islam, et il fallait les condamner. À mon sens, il fallait déjà prendre des dispositions en amont par rapport à ces mouvements-là, plutôt que de les laisser s'installer, puis ensuite d'établir des alliances avec des mouvements indépendantistes touareg du nord du Mali, et on a laissé faire d'une certaine façon, alors que quand je visitais le Mali il y a 5 ans, déjà ce problème était apparent et récurrent et on ne faisait rien. Or aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir que les Africains, moi je suis même critiqué par des Maliens ou par des Sénégalais qui célèbrent l'intervention française, autant je pense qu'il fallait faire quelque chose, autant je pense que les termes de cette intervention ne sont pas dus au hasard, et encore une fois, on le sait aujourd'hui, le nord du Mali, le Niger, la Mauritanie sont extrêmement riches en uranium, en pétrole et en gaz. Donc je repose la question, c'est la guerre de l'uranium qu'on est en train de mener? C'est aujourd'hui ce qu'on est en train de nous annoncer. Vous regardez en 2 semaines, en 3 semaines, comment c'est allé extrêmement vite. Et en même temps, on nous dit au moment où ça va quand même très vite, où les gens sont en train de partir et quitter les villes qu'ils avaient prises, qu'on va devoir rester parce que le processus, la façon d'agir de ces terroristes ou de ces extrémistes, c'est d'être dans le désert, de pouvoir revenir, de pouvoir avoir des stratégies. Donc on nous annonce une présence très très longue. Et encore une fois, c'est avec les non-dits de cette intervention, c'est-à-dire le coup de l'Irak, comme vous dites, mais n'oubliez pas aussi qu'il faudra un jour bien faire le compte de ce qui s'est passé en Afghanistan, parce que les ressources en gaz, en lithium et en pétrole dans la région sont aussi extrêmement importantes. Donc toutes ces guerres qu'on nous présente comme des guerres de libération des peuples sont des guerres de spoliation des ressources. Voilà, il est évident que tout le monde ne partage pas votre point de vue, mais on pose des questions. C'est une lecture de l'histoire, et il y a un pays qu'on brandit souvent dans beaucoup de domaines, le domaine du sport, le domaine de la géopolitique et des ressources minières aussi. Jean-François Moulin, ce pays, c'est le Qatar. Il y a même l'expression Qatargate qui est lancée à la une du magazine France Football. Vous réagirez ensuite, Tariq Ramadan. Selon l'hebdomadaire français, le Qatar aurait tout simplement acheté l'organisation de la Coupe du Monde de football en 2022. Voilà, Qatargate, et vous avez bien
bien ri, le titre choisi par France Football. Et là, pour ça, il claque à la une. Qatargate, l'enquête de l'hebdomadaire s'appuie sur les dires d'actuels membres de la FIFA. Jérôme Valquet, secrétaire général, qui a déclaré que le Qatar avait acheté le mondial 2022. Cet homme, d'ailleurs, devait se rétracter un peu plus tard. Et puis, il y a aussi le Zurichois Guido Tognoni. Lui, il a été exclu de la FIFA en 2003. Il estime qu'il existe de forts soupçons de compromission autour des membres de la Fédération internationale qui ont voté pour le Qatar. Mise en cause, un personnage emblématique auquel il ne faut pas toucher. Michel Platini, président de l'UEFA, s'insurge et menace de porter plainte. France Football, dont on se demande d'ailleurs pourquoi il sort l'affaire aujourd'hui, pose une question. Le vote du Qatar doit-il être annulé? En attendant, Patrick Oberly, dans Le Matin, presse la FIFA qui a mené ses propres enquêtes de livrer ses découvertes sous peine de perdre encore en crédibilité. Et puis il y a aussi les grands amateurs de football. Philippe Dubat, dans la Tribune des 24 heures, lui, voit l'avenir en rose, certain que le Qatar va réaliser un mondial inédit, invraisemblable, futuriste au niveau de ses infrastructures. Et voilà ce qu'il dit, notre confrère, on n'est pas obligé de les soupçonner parce qu'ils sont riches. Alors c'est vrai que le Qatar est partout, on le voit financer des révolutionnaires, des contre-révolutionnaires, des clubs de foot, etc. Est-ce que cette histoire de l'achat des votes de la FIFA et de l'UEFA est plausible, Tariq Ramadan? Ben écoutez, moi je sais pas comment les choses fonctionnent, mais j'ai été comme beaucoup d'entre ceux qui suivent un peu le football et qui suivent un tout petit peu l'évolution des choses, très très surpris qu'on donne au Qatar l'organisation du mondial. C'est quand même un tout petit pays, il y a même pas les installations, le football n'est même pas vraiment une institution là-bas, les gens ils sont même pas vraiment intéressés si ce n'est pour l'équipe nationale ou quelques clubs régionaux. Donc le fait que l'on ait donné, la première réaction a été de dire on a donné au Qatar parce que c'est un pays riche, donc la relation avec la richesse du Qatar ne faisait à mon sens aucun doute. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des tractations derrière, ou est-ce que justement parce que c'était un pays riche, on a pensé qu'on y gagnerait sur le long terme? Ça, c'est des choses dans lesquelles, des considérations dans lesquelles je ne peux pas entrer parce que je n'en sais rien. Mais il faut qu'on dise deux choses par rapport à ça, parce que vous savez, moi je suis professeur invité là-bas, je suis directeur d'un centre là-bas, j'ai pris des positions politiques extrêmement claires, critiques à l'endroit du Qatar, parce qu'il y a la lecture de la politique du Qatar, comme vous l'avez dit, ils sont partout. Ils sont dans l'économique, ils sont dans le politique, ils sont même, ils étaient en Libye. On sait qu'aujourd'hui il y a des forts soupçons sur leur présence en Afrique, au Mali, pour ou contre. En Syrie aussi, on parle en Syrie, exactement. En Syrie, c'est une évidence, et ils ne s'en cachent pas. Avec ceci, il y a Al Jazeera qui a joué un rôle très très important dans le soutien de dans certains processus de soulèvement, comme en Égypte ou en Tunisie, et de silence total quand ça concerne le Bahreïn, qui est un autre État pétrolier. Donc, il faut faire une lecture extrêmement critique de ce pays-là, en sachant qu'à l'intérieur du pays, il y a des courants contradictoires. C'est pas monolithique, c'est comme n'importe quel pays. Vous avez des courants qui sont beaucoup plus ouverts sur des considérations de réelle démocratisation, et d'autres qui sont complètement fermés, littéralistes. Et donc, encore une fois, ça, c'est une critique qu'il faut faire et que je ne m'interdirai jamais de faire, et qu'il faut faire du football jusque à la place du Qatar dans les relations internationales. Maintenant, il faut aussi qu'on dise une chose, parce que implicitement dans votre question, il y a une question qui est importante, c'est comment l'Occident gère ses relations avec les pétromonarchies. Et on a l'impression effectivement que tout est un peu possible pour les pétromonarchies à partir du moment où elles ont l'argent. On ferme les yeux sur des traitements des oppositions, on ferme les yeux sur la non-démocratie, on ferme les yeux sur le traitement des femmes, on ferme les yeux sur les droits humains, uniquement parce que le pétrole et l'argent fait taire. Il faut aussi que nous, on se regarde en Occident et que on soit un tout petit peu cohérent avec nos politiques. Parce que si, au bout du compte, on a donné la Coupe du Monde au Qatar parce que c'était un pays riche, ben, ce n'est pas légitime. Il faut donner au pays qui est le mieux à même de porter ce projet, non pas pour la richesse de la nation. Oui, Tariq Ramadan, vous l'avez dit, vous travaillez d'ailleurs au Qatar, donc vous connaissez bien ce pays. On va parler de notre rapport aussi, finalement, à l'islam, au cinéma aussi. C'est un film qui fait beaucoup débat depuis quelques mois. Maurice Doukas, il est sorti aux États-Unis, il sort aujourd'hui en Suisse. Vous nous parler de ce film? Oui, il est question d'un film nominé pour les Oscars, le film de Catherine Bigelow, qui porte le qualificatif de la femme la plus dure d'Hollywood et qui reste fidèle à elle-même avec son dernier long métrage intitulé Zero Dark 30, un film qui relate les investigations effectuées pour retrouver Oussama Ben Laden, un film qui nous est décrit comme étant extrêmement dur et à la frontière de la douleur. Mais doit-on montrer tout ça, s'interroge aujourd'hui la Berner Zeitung.
toute cette violence presque bureaucratique, institutionnalisée. Mais le journaliste finit par répondre « Oui, on doit montrer tout ça, car tout au long de l'année, on a des films, des feuilletons qui font l'apologie de la lutte contre le terrorisme. » Zero Dark 30, minuit 30. Vous irez voir ce film, Tariq Ramadan ? Ben écoutez, je ne sais pas, mais il y a deux choses que je voulais dire très très rapidement sur ce film, c'est qu'il a fait controverse parce qu'on y montre la torture, et qu'à partir d'un certain moment, la lutte qu'on nous a présentée contre le terrorisme, ce film le traduit, parce que effectivement on a utilisé la torture pour avoir des informations, et que dans ce qu'on est en train de faire vis-à-vis de ceux qu'on appelle des terroristes et des violences, c'est de légitimer des traitements qui sont absolument inhumains. La déshumanisation de ceux qu'on diabolise et l'institutionnalisation et la présentation dans ce film de ceci a fait controverse, et il faut le dire. Moi, je pense que c'est très bien que le film en parle, parce que la torture, quand elle est institutionnalisée, c'est une nation et des nations, et c'est un Occident qui perd ses valeurs. Et la dernière des choses que je voulais dire sur ce film, et j'ai entendu un commentateur qui disait, vous savez, finalement, ce film, la controverse qu'on a sur la torture, c'est pas finalement la chose la plus importante. Il dit, c'est quand même la figure du musulman dans ce film, qui est toujours présentée comme l'autre, c'est-à-dire l'autre qui n'est pas de notre nation, l'autre qui n'est pas de notre culture. Et ça aussi, c'est important. C'est cette vision aujourd'hui qu'il y a en Occident, que même si l'islam est une religion occidentale, les musulmans, c'est encore les autres. Qu'ils soient modérés, entre guillemets, ou qu'ils soient extrémistes, ça reste les autres. Et c'est ça qu'il faudra changer, en fait. C'est qu'on comprenne bien aujourd'hui que nous sommes de la même nation, que je suis suisse comme vous, et que finalement, notre destin, faudra le faire ensemble, et que nos ennemis sont les mêmes, ceux qui ne veulent pas la paix sociale et qui ne veulent pas le vivre ensemble. Nous vous entendons, nous vous écoutons. Merci beaucoup, Tariq Ramadan, d'avoir été notre Merci invité à vous. En direct de Londres. Merci. Vous êtes professeur à Oxford. Bonne journée. Merci, pareillement.